Bonjour et bienvenue sur Nostro Milan, le podcast by Milan Actu sur l'actualité du plus grand club d'Italie. L'AC Milan s'est imposé 2 buts à 0 sur la pelouse du San Siro grâce à un magnifique but sur une belle chorégraphie offensive de Hakan Çalhanoğlu dès la 6e minute et un deuxième but signé Théo Hernandez sur un beau service de Zlatan Ibrahimovic à la 60e minute. Pour en parler, aujourd'hui, j'ai à mes côtés Marco. Salut Marco. Salut les gars. Et Diego. Salut Diego. Salut à tous. On va revenir du coup dans le vif du sujet. Un Milan qui restait un peu sur de mauvais résultats ces derniers temps, qui avait besoin de rebondir face à Benevento ce samedi soir. On a vu une belle copie des Milanais, vraiment sérieux de la première à la 90e minute. Un Milan qu'on n'avait pas vu depuis assez longtemps dominer cette rencontre de bout à bout. Marco, comment as-tu trouvé nos Milanais ce soir? Bon match hyper important parce que ça nous permet de garder main mise sur notre destin avec le futur match évidemment qu'on craint tous contre la Juve. Mais à part ça, c'est un très bon match. On a vu de belles choses, de belles actions. On a enfin retrouvé un jeu agréable. Après, il y a quelques bémols évidemment. L'attitude était bonne pour moi, contrairement au match contre la Lazio. Néanmoins, voilà, quelques bémols, comme j'ai dit, notamment avec beaucoup trop d'actions loupées. C'est un match qu'on peut gagner 4-5-0 et être totalement tranquille, mais non, on est Milan, on aime bien souffrir, on aime faire souffrir nos tifosi dans les derniers instants, donc on laisse durer le suspense. C'est le seul petit bémol que je peux accrocher à ce match, mais sinon, belle prestation. Je suis assez content de la prestation de nos joueurs. Diego, on revient sur ce qu'a dit Marco et ses mots. C'est vrai que sur la première période, quand on rentre au vestiaire, on peut avoir ce regret en tant que supporter de Milanais de ne pas avoir fait le break parce qu'on a eu énormément d'occasions franches. Oui, c'est sûr, parce que vraiment, on sent que Pioli a vraiment bien préparé la rencontre. On a vu un Milan porté offensivement, qui était sur la balle aussi défensivement. Benevento a quand même eu quelques occasions, mais voilà, on a quand même su dominer le match. Dans l'offensive, l'organisation de jeu elle était très très fluide, beaucoup de passes, beaucoup de gestes techniques réussis, c'était très beau. Après, toujours dans le dernier geste, c'est ce qui nous manquait. Voilà, il y avait des petites imprécisions, des frappes qui passaient pas loin du tout, des gros arrêts aussi, mon petit peu dans un grand soir, Mm. comme tous les gardiens de Serie A, comme Milan, j'ai envie de dire. Mais oui, c'est un soir où on aurait pu gagner d'une très grande marge. Finalement, non. Mais voilà, on prend ces 3 points, c'était l'important. Et je pense qu'avec un peu plus de réalisme, un peu moins de gestes, de derniers gestes ratés, Mm. euh, cette, euh, cette performance, elle aurait été 10 sur 10, c'est sûr. Et si on peut continuer la tendance et ramener cette même attitude et ce même niveau de jeu contre la Juve, je pense on peut aller chercher un résultat favorable. On reviendra un peu plus tard dans l'émission sur les calendriers de nos concurrents pour la suite de cette journée et notamment les matchs du dimanche. Pour venir sur la prestation, on a vu, pour venir aussi sur la tactique un peu et le point de vue technique de la rencontre, le retour d'Ibrahimovic coïncide directement avec un 4-2-3-1 bien huilé, avec de bons schémas. On a retrouvé un peu voilà, de sens à ce 4-2-3-1 avec un Leao très remuant sur le côté gauche, un Salmakers qui a bien assuré avec Dalot sur la partie du côté droit. Kessié et Benasser dans un double pivot un peu retrouvé. On retrouvait un peu les caractéristiques de l'un et de l'autre. Un Hakan aussi un peu plus dans son élément. Est-ce qu'on doit tout un peu au retour de Ibrahimovic selon toi, Marco, par rapport à cette notion de 4-2-3-1? Tout, je pense pas, parce que on a une bonne prestation de l'ensemble des joueurs, mais c'est Mm. vrai que ce retour d'Ibrahimovic nous a permis d'avoir en vrai une vraie approche tactique. Parce qu'on voit que Ibra est beaucoup descendu pendant ce match. On a l'impression que c'était en Ouais. réalité un 10. Et à sa place, on avait Çalhanoğlu qui venait le remplacer en 9. Et en fait, enfin, voilà, on a un vrai rodage tactique qu'on n'a pas forcément dans tous les matchs. Et c'est moins anarchique que d'habitude. D'habitude, quand Ibra se met à être derrière, on n'a plus personne dans la surface et on est Mm. mort. Là, au contraire, on a un remplacement par Çalhanoğlu. Après, au milieu, j'ai quelques a priori. On a pris beaucoup de bouillon un peu dans l'axe. L'impression que les joueurs de Benevento arrivaient à vite aller devant Ouais. notre surface sans grands exploits. Et Mm. ça, je le regrette un peu. Je pense que, voilà, offensivement, le retour d'Ibra, ça nous fait du bien tactiquement. Mais ce 4-2-3-1, on en a déjà parlé pendant d'autres émissions. Est-ce qu'il n'a pas ses failles, surtout actuellement où on a vu voilà, un milieu un peu au désarroi face à Benevento? Ça fait un peu peur
vis-à-vis des matchs qui nous attendent, notamment l'Atalanta, notamment la Juve. Donc voilà, c'est une approche tactique qui est bonne sur ce match, mais on sait que ce n'est pas les matchs les plus difficiles. On sait que Milan, dès qu'on est face à un 3-5-2 ou une défense à 3, on est mauvais. Et c'est sur ce genre de match qu'en fait, Pioli va devoir montrer qu'il peut avoir cette approche tactique, qu'il est d'ailleurs peut-être notre entraîneur pour le futur, parce que voilà, c'est le gros bémol qu'on peut lui reprocher, c'est ce côté, aucune étude de l'équipe adverse. On a l'impression que parfois il se pointe au match, il n'a pas étudié le match. Et voilà, aujourd'hui contre Benevento, c'est passé, mais c'est un match qui pour moi était d'une approche tactique assez simple. C'est une équipe qui nous correspond bien. Et voilà, j'espère surtout que pour les prochains matchs, on continuera sur cette dynamique et qu'on appliquera une bonne tactique rigoureuse. Bah, disons que là-dessus, au point de vue de la tactique, il a reconduit son 4-2-3-1 avec Ibrahimovic. On a eu de la chance que ça fonctionne, et tu l'as dit, beaucoup plus offensivement que défensivement. Parce que c'est vrai que sur le point de vue offensif, on a vu Kessie et même Benasser, hein, sur ce match-là, on l'a vu pas mal aussi offensivement parlant, mais c'est vrai que défensivement, des espaces, notamment en fait un pressing au milieu du terrain qui n'était pas vraiment fait, les milieux de terrain assez loin des attaquants et des offensifs, donc du coup, et toujours un peu avec cette problématique des latéraux très hauts, et du coup un Kessie qui peut couvrir l'un, un Tomori qui va couvrir l'autre, et puis du coup on se retrouve un peu avec personne au milieu de terrain parce que voilà, il manque du monde. Mais pour revenir un peu sur le rôle de Ibrahimovic, et notamment tu l'as dit, qui revenait très bas, en fait, et ça a été, c'est comme ça que, et c'est pour ça aussi que j'ai parlé d'une chorégraphie sur le premier but, mais c'était magnifique. C'est Théo voilà, qui voit Ibra décrocher. Il y a un espèce d'appui remise qui se lance avec Akan, et du coup, Ibra est vraiment au tout début de l'action, et puis derrière, ça se joue sans lui, et puis par un enchaînement de justesse technique, voilà, tout au bon moment, Kessié, la passe de Salmakers dans le bon timing pour Akan qui fait le pas du pied parfait, bah, on a un magnifique but, et puis tout était fluide. Donc c'est vrai que là-dessus, c'était vraiment beau à voir. On a fait une très bonne première mi-temps, je trouve. Il y a juste ce regret de pas breaker, parce qu'on a une énorme action gâchée, notamment à la toute dernière minute par Benasser, où on a un 5 contre 1, et puis il va trouver Akan tout seul à droite, alors qu'à gauche, il y a 3 joueurs qui sont là, et il peut la donner un peu mieux. Donc là-dessus, c'est une grosse occasion. Mais sur l'ensemble de la rencontre, Milan mérite largement de gagner. Et puis voilà. Après, il n'y a pas eu de dépassement tactique. De toute façon, on n'attendait pas ça sur un match de Benevento. Je suis très content qu'on ait su gérer le match. J'aurais pu tourner un peu différemment, parce qu'à la 11e minute, on a un Dalot qui fait un retour défensif énorme sur Lapadula qui était couvert par Théo Hernandez, du coup qui s'est retrouvé seul face à Gigio, et ça aurait pu être un match totalement différent. Donc, on a eu un peu toutes les étoiles alignées, je trouve, sur ce match. Et ce qui permet à Milan de prendre de l'avance, et puis de mettre de la pression sur tous ses concurrents directs qui joueront demain. Diego, est-ce que tu as quelque chose à ajouter un peu sur la performance collective de l'AC Milan? On peut parler un peu de la deuxième période aussi, qu'on n'a pas trop vue. Bah, écoute, personnellement, j'ai remarqué quelque chose, c'est que ce Milan-là, comme on a vu, il a eu du mal sur le dernier geste, mais dans la construction de jeu, il a été très intéressant, surtout d'ailleurs en contre-attaque. J'ai trouvé, comme on a vu d'ailleurs, on avait vu surtout en début de saison, notamment avec des performances contre l'Inter, notre jeu de contre-attaque, il y a vraiment beaucoup de potentiel, surtout avec ce jeu voilà, très rapide, très fluide, et nos attaquants qui savent déjà, avec les joueurs très rapides qu'on a comme Théo Hernandez, Anterovic, Rafael Leao, ces joueurs très rapides qui savent se projeter. Et voilà, cette fluidité dans les passes qui permet d'avoir des contre-attaques fulgurantes. Si seulement on avait été plus précis dans la dernière passe, dans le tir sur ce match, je pense que ces contre-attaques, vraiment, elles me montrent que cette équipe de Milan, elle s'est vraiment, je pense qu'elle est vraiment plus portée pour ne pas aller chercher la balle, la possession de jeu. Elle marche parfois. Sur ce match, elle a servi parce qu'on a su gérer le ballon pendant des longues périodes. Ouais. Benevento n'a pas voilà, il courait derrière le ballon. Mais aussi, il faut voir que ce Milan-là, il a su gérer tout simplement, il a su gérer sa position, mais surtout qu'il a pu, disons, créer le danger, surtout sur la contre-attaque. Moi, je pense que c'est ça ce qui est à retenir, surtout quand on va jouer des équipes qui vont vraiment venir nous chercher, comme pourrait être l'Atalanta. Il va falloir apprendre les leçons qu'on a vues contre la Lazio, contre l'Atalanta à l'aller,
contre l'Inter au retour, de toutes ces raclées qu'on a pris. Et il faut se rendre compte il faut jouer sur nos qualités et pas sur un jeu qui ne nous correspond pas et donc qui nous amène à des désastres comme il a pu arriver en cette fin de saison. Ouais. Tu l'as dit, beaucoup de contres. Marco, on a vu un match très rythmé. On a vu un match avec beaucoup de rythme. On est content de ne pas jouer un match dans 3 jours et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a vraiment élevé le rythme dans cette rencontre, c'est de savoir que le prochain match était dans 7 jours parce que sinon, et notamment avec les dernières rencontres qui se sont vraiment enchaînées à 3 jours d'intervalle pendant quelques semaines, c'est peut-être ce qui nous a empêché de jouer ce genre de match parce que là, avec la performance qu'ont donnée à nos joueurs sur le terrain, ça aurait été peut-être compliqué d'enchaîner 3 jours après face à la Juve. Donc, est-ce que c'est dû à ça aussi, à cette bonne performance, un calendrier moins chargé comme on aimerait le voir dans le foot un peu? Très clairement, pour moi, avoir du repos, c'est la clé, surtout dans ces saisons qui, à cause du Covid, vont être blindées. Il n'y a pas d'autre mot. On a des joueurs qui, on le voit, physiquement, sont un peu en dedans. Hein. Caissier, le pauvre, a quasiment enchaîné tous ses matchs de cette saison. Et on le voit que physiquement, il tient plus. Et je pense que voilà, avoir des semaines de repos, c'est plus que primordial actuellement pour l'équipe. Parce que voilà, ça permet donc de reposer nos joueurs, ça permet de faire un peu de turnover. Parce que là, voilà, on avait des joueurs qui, et c'est ce qui nous a aussi porté préjudice hein, pour moi sur l'année 2021, c'est le fait que bah, voilà, au bout d'une longue série d'invincibilité quasiment, bah, on se retrouve avec des joueurs qui par contre bah, commencent à être cramés parce qu'ils ont tout donné, parce qu'ils ont joué avec la même intensité qu'on a joué aujourd'hui contre Benevento. Sauf que jouer avec cette intensité-là à 3 jours d'intervalle, au bout d'un moment, c'est pas possible. Nos joueurs sont forcément cramés. On n'a pas un effectif comme la Juve à pouvoir caler 3-4 équipes compétitives sur le terrain. On a une équipe qui voilà, a quelques bémols au niveau de l'effectif pour les remplaçants notamment. Ouais. Et après, voilà, pour moi, c'est primordial. Et je voulais aussi revenir sur un petit point. Quand tu parles d'une partie rythmée, donc on a vu aussi Benevento offrir beaucoup d'attaques. Hein. On n'a pas été parfait en défense, comme on l'a dit précédemment. Mais pourquoi on n'a pas pris de but pour moi? C'est aussi grâce à Romagnoli, pas en tant que joueur lui-même, hein, mais dans l'approche tactique. C'est-à-dire qu'avoir un Romagnoli à gauche qui est gaucher et un Tomori à droite qui est droitier, une défense centrale comme ça bien équilibrée, ça permet en fait d'intercepter certaines attaques. Je me rappelle notamment du match contre Sassuolo où on a un Raspadori qui prend sur la droite de Tomori. C'est exactement la même action quand Correa à la Lazio prend Tomori sur la droite. Tomori, quand il est positionné à gauche, ne peut pas utiliser son pied gauche. Il est forcément plus embouté avec son mauvais pied. Alors que là, on a vu un Tomori qui, sur sa droite, peut se jeter parce qu'il est plus à l'aise, et un Romagnoli qui, lui, peut mieux couvrir de son côté gauche. Donc pour moi, voilà, évidemment, je ne jette pas la faute sur Kier, qui est pour moi un dieu à Milan, mais voilà, c'est aussi une approche tactique qui pour moi était importante et peut-être une qu'on va devoir conserver pour les prochains matchs. Très bien. Et ben, on va passer à présent aux performances individuelles. On va commencer avec les tops. Alors, on a parlé de rencontres très collectives. C'est assez difficile d'élire un homme du match dans cette rencontre, mais Diego, je vais te laisser commencer avec tes tops. Est-ce que voilà, tu as des joueurs qui se sont distingués plus que les autres? Oui, oui, tout d'abord, j'aimerais faire remarquer une performance que j'ai trouvée très bonne, c'est celle de Diogo Dalot. Voilà, il part titulaire par surprise. On s'attendait à voir Calabria, même s'il avait eu des symptômes de fièvre comme hier. Bah, finalement, non. Calabria part sur le banc et Diogo Dalot pardon, se retrouve titulaire. On a douté de lui beaucoup pendant la saison, mais il faut dire que sur cette fin de saison, il est vraiment très solide, très solide. Il fait ses performances. Ouais. Il est très, très, très rapide surtout défensivement. Défensivement, il a fait des très belles interventions. Il a fait des progrès, ouais, Ouais, défensivement. sur la projection offensive, il n'a pas eu beaucoup à faire, mais bon, voilà, il s'est intégré au jeu collectif, à la possession de balle. Voilà, il a su donner ce qui lui a été demandé. Voilà, c'est une très belle performance. Après, quand il est passé à gauche, il a évidemment, enfin, j'ai vu qu'il avait un peu plus de mal, mais cependant, ça reste quand même une performance plus que correcte et j'aimerais le remarquer parce que voilà, on parle souvent de notre côté droit, mais ce soir, que ce soit lui ou Makers, ont vraiment assuré. Et ça fait plaisir parce on en a beaucoup souffert de ce côté droit. Et de le voir en confiance avant un match aussi capital que celui de la Juve, ça rassure.
Ok. Ensuite, pour mon deuxième top, j'ai envie de parler de Zlatan Ibrahimovic. Il n'a pas eu son but aujourd'hui. Je pense que c'est pas tant de sa faute. Sur peut-être de ses frappes, il aurait pu faire quelque chose de mieux. Mais il faut dire que, comme j'ai dit avant, mon typo était Ça passe un très grand à soir. l'aise. Ouais. Ouais, très à l'aise ce soir. Donc, bon, je lui mets pas forcément la faute. Mais voilà, c'est incroyable de voir comment, quand ce joueur rentre sur le terrain, le jeu de Milan est amplifié, tout simplement. Ouais. Il permet de libérer des espaces, rien que par sa présence, parce qu'il n'est plus aussi physiquement Hmm. imposant qu'il était il y a 5 ou même, il y a 10 ou même 5 ans. Mais voilà, rien que par le joueur qu'il est, il réussit voilà, à te faire peur aussi en partie à la défense, à créer ces espaces, parce que quand il fait ses retours défensifs aussi, il ouvre des espaces. Ouais, exactement. Quand C'est ce qu'il quand fait sur le il premier va but. chercher le jeu, il ouvre des espaces, notamment sur Hmm. le but, parce que cet espace-là que Çalhanoğlu et Kessie ont, c'est vraiment un trou au milieu de la défense Ouais, ouais, ouais. De Benevento. Alors que si Zlatan était posé là, il y aurait vraiment 3 joueurs sur lui. Hmm. C'est vraiment il a permis de libérer Milan aujourd'hui. Il a été très vif sur ses passes. Il a couru beaucoup. Il est resté jusqu'à la dernière minute et il s'est donné. Bon, je n'ai pas compris vraiment ce qui s'est passé avec Çalhanoğlu, mais bon, je pense que Oh, c'est rien c'était de. pas, même pas qu'avec lui, hein. C'était tendu. Oui, non, Il a c'est passé vrai. la deuxième période à insulter tous ses coéquipiers. C'est vrai, mais c'est le Zlatan, voilà, ça c'est le Hmm. Zlatan qu'on connaît, c'est limite le Zlatan qu'on veut, celui qui grogne, c'est celui Ouais, c'est clair. c'est ce leader qui pousse les autres à faire mieux. On peut parler d'ailleurs de son geste en fin de match qui est d'une beauté exceptionnelle. Ah, tu disais en off, il est plus brésilien que Paqueta et je te rejoins complètement là-dessus. C'est un geste. T'as Non, 39 ans, mais c'est non, mais mais au profit du c'est jeu, c'est même ridicule. pas forcé. C'est génial. C'est même pas C'est, forcé, c'est vraiment une passe en profondeur. Il jongle, il te la met en aile de pigeon dans le bon tempo pour Castillero. Enfin, c'est insolent à 39 ans de savoir faire ce genre de choses et de les réussir. Ouais, on C'est dirait il beau. s'amuse. On dirait il s'amuse. C'est ça le Mm, pire. C'est ça le pire. C'est il est vraiment dans son élément avec ouais. ses gestes que personne n'a réussi. Mm, D'ailleurs, sur ce match, tous les joueurs et aussi Zlatan Ibrahimovic, ils avaient la balle au pied, la balle collée au pied. C'était très beau à voir vraiment. Dans mm, les gestes techniques, ils étaient très à l'aise. J'ai beaucoup aimé. Après, il y a eu 2, 3 mauvais contrôles sur quelques actions et des passes un peu ouais. ratées, mais avec la balle, j'étais très content de la performance. Pour finir, mon top 1, bah, ça va être Hakan Çalhanoğlu parce que voilà, il a fait le rôle bah, justement qu'on veut de lui à Milan. C'est-à-dire voilà, c'est le leader technique de cette équipe, c'est celui qui doit se charger d'organiser le jeu. Dans son poste de numéro 10, il a beaucoup de responsabilités et Mm, aujourd'hui, je pense il les a prises, que ce soit avec son but qui, voilà, je pense que la moitié du but, c'est Kessié parce que le geste de laisser passer la balle est très bien trouvé. mm. Mais voilà, il faut la mettre et il la met très bien. C'était pas la plus simple et il l'enroule très bien. Ça, c'est une de ses qualités. Et après ça, voilà, il a continué à faire un bon match, je trouve, personnellement, parce voilà, il est dans le jeu. Avec un Benacer un peu moins à l'aise que d'habitude, j'ai trouvé, même si avec la balle, il était quand même plus que Ouais. compétent, notre ami Isma. Akan a beaucoup porté ses responsabilités. Il a fait le maestro dans ce milieu de terrain. Il a couvert, comme tu l'as dit plus tôt, le poste de Zlatan Ibrahimovic euh, dans les moments où ce dernier descendait plus bas. Et voilà, il a eu 2, 3 occasions aussi après son but. Voilà, je ne lui mets pas sur sa faute parce qu'il y en a une, vraiment, elle Mm. passe à côté du poteau de rien du tout. Mais voilà, pour moi, c'est un très grand match et franchement, s'il peut nous sortir des performances comme ça jusqu'à la fin de l'année, il ne gagnera pas. C'est 6 ou 7 millions qu'il veut, je ne sais plus exactement combien, mais son renouvellement, je le comprendrai parfaitement. Sur les derniers matchs, il ne nous avait pas du tout convaincus, mais si vraiment, parce que c'est un joueur de forme, c'est un joueur de forme, et si sa forme se maintient jusqu'à la fin de la saison, on pourra vraiment parler du renouvellement d'Hakan Çalhanoğlu, je pense. Avant de passer à tes tops, Marco, à la différence de but particulière, est-ce qu'on est devant Naples? J'ai un doute. Oui, oui, totalement. On est devant Naples. C'est comme si on avait un point d'avance sur eux en cas Ok, d'égalité. donc à l'heure actuelle, Milan est bien a son destin entre les mains, vu Oui. elle est devant Naples. Là-dessus, et donc pour Enfin, rejoindre. oui et non. Parce Pourquoi? que
là, si ça reste exactement comme ça, donc avec une égalité à 3 équipes, c'est-à-dire la Juve, Naples et Milan, Ouais. à moins que Milan batte la Juve chez elle de plus de 3 buts, Mm. en fait, il se passe une sorte de mini-championnat entre les 3 équipes s'il y a une égalité entre 3 équipes. Mm. Et dans ce mini-championnat, Milan perdrait parce que Milan a perdu à domicile 3-1 contre la Juve. D'accord. Ok. Donc, bon. Euh, Milan a quasi son destin entre les mains, on va dire, en tout cas, n'est pas exclu et dans une position favorable face au Napoli, à une confrontation directe face à la Juve aussi, à jouer. Donc là-dessus, les deux équipes, Juve et Milan, en cas de victoire des Milanais, auraient de très peu de chances de se retrouver à égalité de points. Pour rejoindre un peu ce qu'a dit Diego par rapport à Akan, je pense qu'on va vraiment avoir besoin de nos grands joueurs, de nos meilleurs joueurs pour finir la saison. Et la qualif en Ligue des Champions, si nous l'atteignons, va passer par un Akan qui en a fait un aujourd'hui, un très beau match et va assumer son statut de joueur vedette et à avoir un contrat qu'il veut à la hauteur de ce qu'il vaudrait si jamais il faisait 4 encore grosses performances. Moi, j'ai envie de voir un Zlatan qui joue les 4 derniers matchs, pas qui a eu une douleur ou une gêne et qui en loupe 2. Voilà ce qui a été le cas toute la saison. On a besoin cette saison, outre Leao et Rebic, qui ça c'est un débat à part, et l'un comme l'autre, je pense pas que c'est là-dessus que va se jouer notre saison si c'est l'un ou l'autre qui démarre, mais je pense que c'est vraiment Benacer, Kier pour le coup qui n'était pas là, mais bon, on a joué que Benevento entre guillemets, mais voilà, des Kier, des Donnarumma, des Benacer, Kessié, Akan, Ibra, toute notre colonne vertébrale sur laquelle on s'est appuyé pour notre magnifique année 2020. Il faut qu'elle soit là dans les 4 derniers rendez-vous. Et sans ça, sans si on enlève un médaillon de cette chaîne, j'ai vraiment peur pour la suite. Donc vraiment, je tiens vraiment à ce que Pioli prenne toutes les dispositions pour donner les bons repos la semaine, ne pas trop surcharger les entraînements, faire quelque chose d'intelligent pour que ces 5-6 joueurs-là, notre colonne vertébrale, jouent les 4 derniers matchs partout. Et c'est pour ça, on en reviendra vite fait, moi, un peu plus tard dans l'émission, notamment au sujet de Benacer, mais le coaching de Pioli a été payant et très intelligent, je trouve, par rapport à Benacer qui aurait pu très bien prendre un carton rouge en deuxième période. On va revenir à tes tops. Je finis cette parenthèse. On va revenir à tes tops maintenant. Marco, dis-nous quels joueurs se sont particulièrement illustrés selon toi? Je vais commencer par l'homme du match. Pour moi, je vais rejoindre Diego, hein. C'est purement Hakan Çalhanoğlu qui a Mm. fait un match monstrueux. Surtout en première mi-temps, il m'a vraiment épaté. Il a quasiment rien loupé. Il s'est mis au centre du jeu. C'était vraiment notre homme à tout faire. Il a réussi à faire les ouvertures qu'il fallait. Il crée les occasions. Évidemment, il marque un but qui est parfait dans une action parfaite. C'est Mm. une sublime réalisation avec Kessié, dont il faut souligner le travail, qui laisse passer la balle. Je reprendrai les mots des commentateurs de Sky Italie qui ont dit que c'était quasiment une passe décisive pour Mm. Kessié sans même toucher le ballon. Franchement, à Cannes, c'est un match quasiment référence pour moi, surtout la première mi-temps. Très peu d'erreurs. Il a bien joué le coup aussi bien tactiquement qu'avec le ballon. Mm. D'habitude, il nous fait toujours des fois quelques touches de balle en trop, il perd la balle, il fait les mauvais choix. Mais là, non, honnêtement, voilà, c'est le Hakan qu'on veut voir, comme tu l'as dit. C'est le Hakan dont on va avoir besoin pour cette fin de saison. Mm. Et je ne sais pas si c'est parce qu'il y a quelques rumeurs qui disent qu'il y a peut-être un contrat qui allait être trouvé entre lui et Milan. Je ne sais pas si cette idée de nouveau contrat l'a réveillé. Mais c'est Ouais. vrai que sur les derniers matchs, il était totalement éteint. Et là, on se retrouve vraiment avec un Khan qui, chapeau l'artiste, c'est une belle prestation. Diego. Si je peux me permettre de vous interrompre une seconde, j'ai des petites nouvelles de Sky. Des ultras de Milan, une délégation des ultras s'est rendue à Casa Milan et a demandé, enfin, a rencontré Gigio Donnarumma. Il y a eu une discussion et apparemment, voilà, ils auraient demandé à Gigio de ne pas jouer le match, contre la Juve s'il n'y a pas de prolongation avant samedi prochain. Voilà. Donc, apparemment, c'était une rencontre assez tendue, mais bon, on va, Ce qui est on va logique garder. en soi, ce qui est logique parce que voilà, C'est pour sûr. rappeler à nos auditeurs qui sont peut-être qui n'ont pas l'opportunité d'être sur Twitter et les réseaux sociaux tout le long de la semaine, Donnarumma serait en partance pour la Juventus qui eux permettraient de payer à Donnarumma plus de 10 millions, 12 millions même, parce que c'est ce que réclame Raiola, 1 million par mois.
pour le gardien. À titre de comparaison, aucun gardien, si ce n'est Derrea, gagne cette somme. Je crois Neuer est à 7 millions annuels. Keylor Navas à 7,5 millions. Voilà, c'est ce genre de salaire qu'a déjà Donnarumma sans un seul Ligue des Champions, sans un seul match de Ligue des Champions, sans toute la carrière de Neuer. Et donc voilà, 12 millions pour moi, ça me paraît complètement faramineux. 10, ce serait déjà énorme pour un gardien comme ça, qui est talentueux, qui a que 22 ans, là-dessus pas de souci. Mais bon, faut pas abuser. On est en période de Covid. Ce qui est délirant, c'est ce que demande Donnarumma. Et donc, du coup, pour venir à l'information de Diego, c'est vrai que moi, en tant que supporter, ça me fait un peu peur le coup de Donnarumma dans les cages, un peu déterminant face à peut-être le club dans lequel il va jouer. Et il y a déjà eu des conversations entre Raiola et la Juve, quoi. Donc, c'est sûr que c'est bon, c'est légitime, en tout cas de la part de la Curva, d'aborder ce sujet-là avec Gigio, parce que ça peut être une préoccupation dans un match aussi déterminant que pour l'avenir de notre club. Marco, du coup, on revient à tes tops. Est-ce que tu en as un deuxième? Bien sûr, et donc encore une fois, je vais rejoindre Diego avec Dalot, qui, pour moi, voilà, c'est un très très bon match. J'ai toujours été un peu réticent vis-à-vis de lui, mais là, aujourd'hui, entre les retours défensifs qui étaient vraiment très bien faits, primordiaux, on a notamment celui sur la Padula à la 15e minute, je crois. Enfin, franchement, c'est très bon match, aussi bien défensivement qu'offensivement. Je trouve qu'il a un certain calme, il a obtenu un certain calme à se projeter vers l'avant. Bon, il y a seul bémol qui reste et qui persistera, je pense, sur tous les Milan des futures décennies, tellement ça nous colle ça nous colle au maillot depuis bien longtemps. C'est les centres, on ne sait pas centrer, et on n'y arrivera jamais, je pense. C'est impressionnant. Mais mis à part quelques centres loupés, j'en ai compté trois, je crois, de Dalot. C'est un très bon match. C'est franchement un match pareil, référence pour lui. Du coup, ça commence à me faire un pincement au cœur quand je me dis qu'on va peut-être le renvoyer à Manchester à la fin de son prêt. Mais franchement, très bon match. En plus, c'est un joueur qui peut être à droite comme à gauche. Ça peut être un bel atout. Surtout aujourd'hui, voilà, on savait que Hernandez était averti sous le coup d'une suspension s'il reprenait un jaune. Donc, ça nous a permis de glisser Dalot à gauche et de faire entrer Calabria. En plus, tout ça, on a un Dalot qui a lui aussi été averti et Ouais. qui a fait le match totalement sans même craindre de prendre un jaune, quoi, alors qu'à l'inverse, on avait un Benacer où on a été obligé de le sortir de cette peur. Et un Castillejo qui a réussi à faire la boulette en 15 minutes de se le prendre le jaune. Mais Pour, franchement, ouais. Dalot, très très bon match. Pour venir sur Dallo, parce que moi, il ne sera pas dans mes tops, donc je vais aborder son sujet avec toi. La question de la prolongation, je pense, au sein du club, dépend énormément du retour plus que possible de Conti et Laxalt, qui, voilà, si jamais, et il y a de grandes chances qu'ils reviennent chez nous cet été, bloque un peu le fait d'avoir un Dallo aussi dans l'équipe. Pas que les dirigeants préfèrent avoir Conti et Laxalt, mais c'est qu'avant de ne pas savoir quel sera l'avenir de Conti et Laxalt, et bah, d'abord, euh, malheureusement, faire partir Dallo, quitte à le reprendre en prêt un mois plus tard, une fois que la gestion du cas Conti et Laxalt sera faite et que les deux joueurs seront en dehors de Milan. Parce que si jamais les deux ne trouvent pas de point de chute, on se retrouverait avec Calabria, Théo, Conti, sans parler de Kaloulou, Laxalt, enfin, il y aurait beaucoup de monde quand même dans cette défense et à des postes et avec des salaires peut-être conséquents. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il est en instance de départ, Dallo. Mais c'est vrai que sur le sportif, il monte vraiment de belles choses ces derniers temps. Il s'est vraiment mis au niveau de l'équipe. Même, je trouve, sur les récentes prestations, même meilleur que Théo Hernandez. Donc c'est sûr que ce serait un regret de le voir. Moi, je ferais la même chose que pour Brahim, c'est prolonger leur prêt d'un an avec une option d'achat ou une obligation, j'en sais rien, suivant le nombre de matchs qu'il joue, quelque chose comme ça, pour ensuite voilà, le récupérer à la fin. Et du coup, Marco, on va pouvoir finir avec toi. Désolé de te couper à chaque fois, Il n'y a mais pas de souci. quel est ton troisième top? Mon troisième top, et c'est là où j'innove, je suis content, c'est Alexis Saelmakers. Parce que D'accord. match, pour moi, pareil, excellent match. Mm, Alexis, c'est tout dans la simplicité. C'est-à-dire que c'est un jeu en une touche, mais mm, il a une super vision de jeu. Il joue simple et il joue bien. Je veux dire, c'est lui qui fait la passe que Kessie ne touche pas avant que Tchala marque le but. mm. C'est franchement un joueur qui, même avec Ibra, combine extrêmement bien. C'est des 1-2 Ouais. très simples.
c'est très peu de pertes de balles, beaucoup de retours défensifs aussi, qui d'ailleurs fait sa combinaison avec Dalot et Calabria un véritable brio. Mais franchement, ouais, Saelmaker, je suis très content de lui. Pour un joueur qu'on avait été prendre à Anderlecht, que personne ne connaissait, c'est pour moi l'allégorie de la bonne gestion de Maldini, de Gazidis, etc. C'est de prendre des joueurs qu'on ne connaît pas forcément et d'en transformer en de véritables espoirs. Et Saelmakers, moi, sur ce match, m'a totalement conquis. Voilà, il faut dans une équipe un joueur qui joue simple, qui voit le jeu. Et pour moi, chez nous, c'est Saelmakers. On a évidemment d'autres profils, le profil dribbleur comme Léo, Rebic, celui de créateur de jeu comme Çalhanoğlu. Mais alors la simplicité de Saelmakers me plaît beaucoup. Seul bémol étant que il est un peu en panne de but, malheureusement. Pour un ailier droit, ça reste assez compliqué. Il a eu son occasion, il aurait peut-être pu faire mieux. Bon, ça reste toujours facile à dire quand on est assis devant notre écran. Mais voilà, je pense que s'il arrive à prendre un peu plus confiance en lui, peut-être à plus tirer, je pense notamment au match contre la Lazio où il était un peu timide. Mais s'il arrive à exploiter ses capacités offensives autrement que dans son jeu assez simple, pour moi, ça peut vraiment devenir un des pivots de notre jeu. Et voilà, pour moi, c'est un match qui mérite d'être souligné. Et, voilà, match réussi avec brio pour Saelmakers. C'est un joueur il lui manque pas grand-chose pour devenir un créateur, hein, parce que il a une très bonne vista. Des fois, c'est un peu ce qui lui fait défaut. Il lui manque un peu ce pied gauche magique pour pouvoir aimer faire ce qu'il a l'idée de faire. Mais moi, je trouve que c'est un joueur qui est très généreux sur le terrain, qui a le sens du sacrifice. Et puis, c'est un joueur qui, au début, voilà, on avait un peu cette interrogation, mais très vite, en fait, il a enlevé ce côté jouer avec la pression. C'est un joueur qui, j'ai l'impression, joue sans aucune pression. Il a aucune. Je ne vais pas dire qu'il a. C'est pas le mot, c'est pas l'ambition, mais il a pas l'envie particulière d'être la superstar de l'équipe. C'est vraiment un joueur d'effectif. Voilà, c'est le 11e joueur de l'équipe. On l'a très souvent dit, mais c'est un joueur qui vraiment se donne et qui est précieux dans les retours défensifs. Et c'est peut-être pour ça qu'on prend beaucoup moins le bouillon sur le côté droit de Dalot et de Calabria de manière générale. C'est parce que tu as un Selmakers qui est un défenseur latéral droit, tu sais, un peu. Voilà, le DLD sur FIFA, un peu ce profil-là, MD très bas, milieu défensif très bas. Voilà, un vrai piston pour le coup. Et c'est pour ça, moi, que peut-être il marque moins. C'est parce qu'il n'a pas du tout un rôle. Alors, il marque, il va dans la surface, mais c'est plutôt l'avant-dernière passe que crée Saelmakers et qui crée derrière des belles occasions, je trouve. Diego, tu voulais rajouter un truc sur Saelmakers? Oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est un joueur qui fait preuve d'humilité. Mm. C'est ça, et c'est ce qu'on veut à Milan. Là, on a une équipe qui se reconstruit. On a un projet qui est à peine lancé. Donc, il faut des joueurs qui se donnent, il faut des joueurs qui se sacrifient, qui sont humbles dans leur démarche. Donc, Saelmakers, dans ce projet-là, il s'inscrit parfaitement. C'est un joueur qui a démontré, malgré son très bas prix, voilà, il a 3,5 millions, si je ne me trompe pas. Voilà, il te sort quand même ses performances plus que correctes. Parfois, on peut lui reprocher certaines choses, comme vous avez dit, peut-être son manque faudrait qu'il frappe un peu plus. Si peut-être il fait pas. Il n'a pas une grosse frappe de balle oui, après non, Saelmakers. c'est sûr, c'est sûr. Mais voilà, peut-être parfois aussi il fait des mauvaises décisions. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un joueur qui se donne pour Milan. On ne peut que apprécier sa détermination. Et voilà, ça fait que plaisir. Ça donne un équilibre aussi avec son profil un peu plus d'ailier défensif par rapport au profil de latéral offensif de Théo. Voilà, ça apporte un certain équilibre qui permet de jouer enfin mieux, tout simplement mieux. Marco, voilà. un dernier mot. J'ai juste trouvé la statistique qui pour moi représente le match de Sahel aujourd'hui. C'est plus de 95% de passes réussites, soit le meilleur pourcentage de l'équipe. Voilà, pour moi, c'est le joueur qui joue simple et qui en fait ne fait pas perdre de ballon. Et je rejoindrai évidemment ce que tu as dit avec un mot pour le décrire, c'est sacrifice. Il se sacrifie à fond, il se donne comme un fou. Et encore une fois, lui aussi, il était averti. Et heureusement, voilà, il s'est contenu tout le match. Donc franchement, voilà, beau match de Saelmakers.
un des seuls ballons qu'il perd, c'est un appui remise avec Ibra qui ne donne pas dans le bon tempo. Ça fait touche, passe vers l'avant du côté de Benevento. Il fait le repli défensif pour contrecarrer la contre-attaque et faire que le joueur de Benevento fasse une passe en retrait. Donc derrière, il y a vraiment aussi ce truc-là de je fais une erreur, tout de suite je me rattrape et pas je baisse la tête. Je lève la tête comme ça, un peu comme on peut le voir de l'autre côté Théo du Hernandez. terrain. Voilà, du Théo Hernandez ou du Léao. Moi, au niveau de mes tops, je ne vais pas répéter tout ce que vous avez dit sur Hakan et Ibrahimovic. Voilà, je suis complètement d'accord avec vous là-dessus. J'ai trouvé une très bonne performance aussi de Kessie, offensivement parlant, très précieux. Voilà, il y a cette pseudo-passe décisive, en tout cas, ce geste très bien inspiré de sa part qui trouve preneur derrière. Il y a voilà, de belles courses vers l'avant, encore beaucoup de densité de la part de l'Ivoirien. J'ai vu là tout à l'heure, il est déjà à 46 matchs cette saison, Franck-Yannick Kessié. Et contre 38 la saison dernière, sa première saison avec Milan, si je ne dis pas de bêtises, il avait fait 52 matchs. Voilà, 46 matchs déjà cette saison, 11 buts, 3 passes D pour Yannick Kessié. Et l'autre joueur sur lequel je voulais revenir, qu'on n'a pas parlé, alors ça n'a pas été le plus fort de toute la rencontre, mais j'ai été content de sa performance, c'est Romagnoli, que j'ai trouvé très juste et en fait il reprend confiance. De l'avoir mis un peu sur le banc, bah, nos yeux se sont voilà, mis sur Tomori, sur Kier, et de le revoir rentrer contre l'Atalanta et là de le voir débuter dans ce match-là. J'ai l'impression qu'on n'a plus autant d'attentes sur lui, ou en tout cas on est plus mesuré, et du coup ça lui permet un peu de faire son match tranquillement. On a une clean sheet, donc c'est pas à négliger. Et puis là, elle est à mettre à la faveur d'un grand Donnarumma qui fait une grosse parade, d'un Tomori plutôt solide, pas encore parfait, mais mieux que les deux, trois dernières performances, et puis d'un Romagnoli qui a fait son match plein. Donc voilà, Théo a laissé énormément d'espace sur son côté, mais, euh, mais Romagnoli a su être attentif et a su contenir certaines attaques. Donc, je voulais souligner, sans que ce soit un grand top. Je ne sais même pas s'il est top 3 parce que j'ai cité Kessie avant. Et j'ai trouvé la performance de Romagnoli assez intéressante. On va passer maintenant aux joueurs un peu. Voilà, on va faire un peu plus court parce qu'on a déjà passé pas mal de temps. Donc, on ne va pas évoquer, désolé Marco, tu voulais revenir sur Castillero et Rebic, mais sur le niveau du temps voilà, de jeu, on va pas pouvoir trop revenir sur eux. Je voulais revenir sur d'autres joueurs. Alors moi, je voulais évoquer Benasser personnellement. On a eu un peu ce débat pendant le match, sans que Benasser ait fait un mauvais match, loin de là. J'ai trouvé qu'il s'est, voilà, déjà il loupe un 5 contre 1 qui était très important à ce moment-là du match, et en ayant fait le break à la mi-temps, ça aurait été important quand même de se rassurer et d'assurer ça, et il ne l'a pas fait. Et puis il y a cette mauvaise gestion des cartons. Il fait une faute qu'on peut apparenter une faute intelligente dans le langage du foot, parce que c'est une faute dans le rond central qui amène à un contre qui était possible, mais il prend un jaune derrière parce que Lapadula demande le jaune et puis l'arbitre le sort. Mais derrière, il y a une grosse faute sur Dabo, pardon, et il est à deux doigts de prendre le rouge, sincèrement, et je trouve que l'arbitre a été très clément parce qu'il y a plus d'un arbitre italien qui aurait mis un rouge à ce moment-là. Pioli, je l'ai dit, a la justesse tactique et de le remplacer par Tonali. Mais voilà, il est un peu sorti de son match tout en restant sérieux. C'est assez bizarre, mais bon, du coup, quand même, attention, parce que c'est le genre de choses qui peut changer la physionomie d'un match comme Benevento. C'est un carton rouge. Derrière, on met 15 occasions en première période, mais on met qu'un but. Et puis avec un rouge, bah, en fait, tu peux plus attaquer de toute la deuxième période, et voilà, tu concèdes peut-être plus d'occasions. Donc, c'est le genre de choses qu'il ne faut pas qu'ils se produisent dans les 4 derniers matchs, et il a failli se produire avec Benasser. Donc, voilà, je voulais le souligner. Mais à part ça et Léao, dans laquelle on reviendra dans la troisième partie, est-ce que vous avez d'autres joueurs un peu qui vous ont moins plu, ou on peut passer au cas du Portugais, Diego? Bah, si je peux me permettre un petit mot sur Théo Hernandez, qui, voilà, Ouais. il n'a pas fait son plus grand match. Depuis un moment, on voit il a du mal. Bon, là, Mhm. ça reste Ouais. Benevento. Et bon, il marque son but, ça c'est sûr. Il fallait être là, il fallait être sur le rebond, donc c'est très bien suivi. Mm. Défensivement, il a été solide, mais voilà, c'est un peu dans l'entrejeu. Ouais. On a vu des problèmes, quelques pertes de balles. Je trouve d'ailleurs qu'il finit à terre trop facilement pour son gabarit, Ouais. qu'il simule peut-être un peu trop.
Ça, on peut lui reprocher, même si évidemment, quand il est lancé en course, voilà. Peut-être qu'il faudrait qu'il prenne un peu plus de recul, qu'il se calme disons, dans comment dire, dans Cet, é- cet état cette d'esprit. attitude, disons. Ouais, cette attitude, ouais. Ouais, voilà. Mais ça reste un très bon joueur et aujourd'hui, il nous fait une performance sérieuse défensivement. Il marque un but. C'est pas son meilleur match, mais il est quand même un peu au-dessus que d'habitude, mais ça reste un match au maximum correct. Mais voilà, Ouais. j'espère que contre la Juve, on va pouvoir le retrouver en forme bah, comme on l'aime, parce que sinon, Mm. ça va être compliqué. Au maximum correct, tu es d'accord avec ça, Marco? Beaucoup de déchets jusqu'à son but, hein, quand même, Théo. Une passivité défensive, moi, je ne l'ai pas trouvé très bon. À défaut de bien défendre, il était là au bon moment. L'atteste le chaos qu'il prend sur la volée, où ouais, il est un peu là par hasard. Il y a une autre frappe très dangereuse en première période, où pareil, ça contre sa cuisse, mais il n'y est pas pour grand-chose. Donc bon, à défaut d'avoir bien défendu, il était là au bon endroit. Mais comment tu juges la performance du Français? Ben, je vais peut-être être un peu plus saillant, mais c'est vrai que pour moi, Théo, sans son but, Mm. c'est un peu ça qui sauve sa prestation, en fait. Parce Ouais, que totalement. moi, c'est surtout dans l'attitude. Honnêtement, on en reparlera après d'attitude avec Léo. Mais là, pour moi, Théo, c'est une attitude déplorable, quoi. Et c'est une attitude qu'on voit de plus en plus chez lui ces derniers matchs. On le voit d'ailleurs, au bout de 20 secondes de match, il y a eu un contact et il est par terre, déjà, à hurler. Dire au bout d'un moment, qui est faute parfois que tu tombes, etc., que tu hurles, c'est le jeu. On est tous d'accord là-dessus. Mais Diego a justement, pour moi, parlé de simulation. Parfois, C'est à outrance, voilà, il hein. perd un ballon, lui est persuadé qu'il y a faute, il va se Mm. retourner vers l'arbitre. C'est ça, il va se retourner vers l'arbitre, les bras grands ouverts, en regardant les yeux au ciel. Pour moi, au bout d'un moment, c'est bien beau de réclamer des fautes, il faut le faire. L'Inter le fait très bien, c'est d'ailleurs ce qui porte les fruits chez eux. Mais au bout d'un moment, il faut aussi savoir jouer au ballon, oublier un peu ce côté chouineuse, j'ai envie de dire, et voilà, jouer, se relever, se battre pour l'équipe, et pas simplement toujours pleurer après l'arbitre. Je n'aime pas ce comportement, et Théo l'a de plus en plus, et j'ai peur qu'il s'enlise un peu là-dedans. Donc voilà, pour moi, Théo, c'est surtout au niveau de l'attitude que c'était limite un flop aujourd'hui. Très bien. Eh ben, on va passer à la dernière partie. Donc, on va rester dans le match parce qu'on va commencer avec sa performance aujourd'hui, mais il s'agit du cas Rafael Leao. On va y consacrer un peu plus de temps qu'à l'accoutumée. Sur ce match-là, Marco, je t'introduis un peu, mais je vais te demander pardon, vite ton avis. C'est un match assez bizarre de Leao, déjà beaucoup plus en mouvement que lorsqu'il est dans l'axe. On l'a vu voilà, proposer, faire des choses mais énormément de déchets techniques. Voilà, beaucoup de pertes de balles, des centres vraiment dégueulasses pour Salmakers à deux reprises où en fait on ne sait pas s'il cherche Ibra, s'il cherche Salmakers, mais dans les deux cas ça va au troisième poteau. Et voilà, et puis voilà, des déchets, des mauvais choix de balles, des mauvaises frappes. Mais il y a du mieux quelque part sur ce match-là, ou alors bon, faut quand même pas non plus se dire que bah ouais, faut se contenter de ça avec un joueur qu'on annonce comme un grand talent. En fait, pour moi, c'est extrêmement étrange ce match de Léo parce que c'est à l'antéposé ce qu'il propose d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, c'est l'attitude qui va pas, mais ballon au pied, il est bon. Mm, Là, aujourd'hui, il a une super c'est vrai, attitude. C'est un joueur qui s'est battu. Il a fait de super retours défensifs où il en a il a fait fait un. beaucoup Ouais. de récupération de balles. Ouais. Mais à côté de ça, balle au pied, bah, parfois, il faisait des merdes. Il n'y a pas d'autre Mm, mot. Je veux dire, il faisait un truc où bah, il y avait bien mieux à faire. Il nous bouffait mm, des occasions. D'ailleurs, à un moment, il frappe sur Montipo alors que le but est grand ouvert. ouais. Je veux dire, bon, déjà de un, il manque d'efficacité. Mm, De deux, bah, comme tu l'as très justement rappelé, il fait 2 centres sur Saelmakers où il n'y a aucune chance que ça aboutisse. Saelmakers, c'est pas extrêmement grand, c'est pas un Ibra, et il fait des centres qui finissent quasiment en touche. Non, franchement, pour moi, il y avait beaucoup trop de déchets techniques pour un joueur qui, on le sait, a un talent monstrueux et qui d'habitude fait bien mieux. ouais. Mais par contre, voilà, d'un côté, c'est autant un flop au niveau du jeu pur et dur, hein, dans l'aspect sportif, Mm. autant par contre, dans l'attitude, c'était un des meilleurs, je trouve. Enfin, il s'est donné et c'est peut-être la présence d'Ibra. On sait que quand il est avec Ibra, il a tendance à mieux s'intégrer dans le match, s'imprégner du match. Voilà, donc pour moi, c'est un match étrange de l'Hérault. C'est d'un côté bonne attitude, mais bah, une mauvaise prestation, malheureusement.
Pour Léo, je t'introduis aussi Diego. On a, alors dans les notes que j'ai prises sur la rencontre, Léo, bon appel de balle, mais mauvais ballon de Stalmakers, c'est un des centres. Belle occasion à la 14e minute d'Ibra, Léo et Stalmakers. Léo qui trouve une passe en pivot pour Stalmakers qui est juste derrière lui et grosse frappe derrière du Belge. Donc ça, c'était un point positif pour Léo. Bon retour de Léo à la 21e minute qui vient chipper un ballon dans notre moitié de terrain. Ça aussi, c'est assez rare pour être souligné, mais du coup, quand il le fait, bah, on voit que ça. Mais derrière, encore un mauvais centre de Léo à la 25e. Léo beaucoup plus actif sur le terrain, mais trop de déchets. Léo gâche le contre à la 41e, alors Kessié tarde beaucoup à lui donner le ballon. Il y a Benasser qui fait un appel à droite. Il sert Léo à gauche parce que c'est l'attaquant, après tout. Donc autant donner le ballon à l'attaquant. Mais Léo écrase sa frappe et vraiment pouvait faire beaucoup mieux en tant qu'attaquant si jamais il était en confiance. Et puis voilà, sinon, ouais, encore une erreur technique de Léo à la 50e minute. Voilà, un peu ce match-là. Toi, comment tu le vois, Diego? C'est énervant? Est-ce que c'est encourageant? Je partage l'avis de Marco que c'est un match très, très bizarre. C'est très difficile à analyser parce que il y a du mieux, il y a du moins bien. C'est vraiment très, très Mm. compliqué. Il y a ses retours défensifs, voilà, il y a cette attitude de mouvement, il propose, voilà, il donne voilà, quand même son pendant de. Il pose, voilà, il s'impose aussi en partie sur cette aile gauche, il Mm. essaye de prouver. Mais de l'autre côté, tu as t'as des je retenu une action, je crois, autour de la 5e minute où vraiment il y a une récupération de balle. Je sais pas, je me souviens plus si c'est lui qui perd la balle, mais Mm. du coup, le joueur, on est sur l'aile gauche, la balle passe vraiment, le joueur passe en courant à 1 mètre de lui, et lui, il ne daigne Ouais. même pas se retourner pour essayer d'aller le chercher. Ça, voilà, ça c'est un problème pour moi. Mais d'autre côté, oui, c'est vrai que sur ce match, voilà, il s'est beaucoup donné, il a beaucoup proposé. Et c'est voilà, c'est très dur à analyser. Après, comme vous l'avez dit, les déchets techniques aujourd'hui qui sont rares chez lui en soi, parce que c'est un Mm. joueur très à l'aise avec la balle. Voilà, il fait, il fait des conneries. Il fait des conneries. Ses centres sont pas bons. Je me souviens d'un contre notamment où au lieu de décaler sur un joueur, il coupe intérieur sur un contre. Et au lieu de décaler sur un joueur qui était déjà parti, il décale sur Ibra et du coup il ralentit complètement le jeu. Ça peut être un choix à faire, mais quand on menait que 1-0 qu'il fallait marquer, c'était peut-être mieux voilà, d'essayer d'aller chercher ce but. C'est un joueur très, très difficile à analyser, voilà, que ce soit dans son attitude, dans ses performances, Mm. c'est très compliqué. Et du coup, voilà, pour moi, dans ce match, ça reste un flop. Il n'a vraiment pas Non, eu la c'est trop qualité peu. nécessaire. C'est trop peu pour. Là, je vois des choses sur Twitter qui me font doucement sourire. C'est que je pense qu'il faut pas se dire que Léao, il est vraiment pas bon cette saison. Il était bon quand l'équipe était bonne, mais voilà, dès qu'il a été dans le dur et dès qu'on lui a demandé de pallier à l'absence d'Ibra ou de Rebic, que ce soit à gauche ou en attaque en pointe, il a jamais su répondre présent. Donc voilà, ça commence à être pesant. Il y a beaucoup de gens qui l'ont défendu, qui ont dit que dans un cas comme dans l'autre, parce que je me rappelle d'un match où il est à gauche, on perd contre la Spezia. À la mi-temps, il passe en pointe, il met un doublé et tout le monde crie en mode oui, c'était son poste, il doit être attaquant de pointe. Et c'est les mêmes personnes qui, 6 mois après, disent bah non, son poste c'est ailier gauche. Donc je pense que c'est un joueur, on doit en attendre. On attend en fait juste qu'on nous a promis, c'est-à-dire un gros talent. On en reviendra un peu dans les cadres de son transfert, mais on a quand même donné un de nos talents aussi à Lille dans l'échange avec Léao. Mais Léao, c'est pas parce qu'il y met un peu d'attention qu'on doit se dire bah, c'est un bon match de Léao. C'est pas un bon match de Léao aujourd'hui. Il y a eu du mieux dans l'implication, mais beaucoup trop d'erreurs techniques, d'occasions gâchées pour estimer que c'est suffisant de la part de Léao. Si ça, c'est un bon match de Léao, bah alors il n'a rien à faire à Milan. Pour moi, hein. Pour moi, et je te demande ton avis, Marco, parce que je te vois acquiescer, mais si ça, on dit que c'est un bon match de Léao, bah, il n'a pas le niveau pour jouer à Milan. Ça, c'est une bonne prestation. Je suis totalement d'accord. Je pense que voilà, ça, on peut pas du tout se contenter de ça. Surtout qu'on sait que Léo, il est bon. On le sait, il a déjà fait. J'ai le match quasiment référence contre l'Inter où il fait ce sublime débordement pour faire un centre à Ibra. Je veux dire, c'est un joueur, on le sait qu'il a le talent, on sait qu'il peut être excellent. Ça, c'est pas un bon match, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et après, je lui en tiens pas rigueur parce que voilà,
pour une fois, il y a quelque chose qui m'a plu, c'est l'attitude. Mais mis à part ça, voilà, je pense qu'on ne peut pas dire que c'est un bon match du tout. D'ailleurs, voilà, pour moi, c'est un flop aujourd'hui sur ce match. Non, on doit attendre mieux. Je pense qu'il peut faire mieux et il doit faire mieux. Donc voilà, à voir pour l'avenir. Mais évidemment, si le meilleur Léo qu'on doit avoir, c'est celui qu'on a eu aujourd'hui, je suis d'accord avec toi, autant le dégager. Hein. Milan, qui doit aller en Champions League, mérite mieux. Après, par contre, je pense, et on en parlera après, qu'il peut faire mieux et que peut-être c'est un peu l'avenir de son poste à Milan. Très bien. Bah, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de la performance de Léao sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Voilà un peu votre ressenti par rapport à son match. On va passer toujours sur Léao, mais un peu sur un peu faire un premier point sur lui. La saison n'est pas finie, il reste 4 matchs, mais un point et puis un peu se projeter sur l'avenir qu'il pourrait avoir à Milan ou non. Est-ce que Marco, tu peux juste nous rappeler comment dire? Mince. Les clauses de son contrat? Ouais, les clauses de son contrat, mais le contexte de son arrivée à Milan, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc alors Léo, c'est un joueur qui arrive en juin 2019, avec vraiment l'instauration de ce plan, de la nouvelle société, etc. On l'achète à Lille pour en gros 30 millions net, plus 5 millions qui vont être dus au transfert à Lille de Diallo. On considère que Diallo, qui est donc un espoir du centre de Un formation du grand Milan, espoir, donc de ouais, la portugais. Primavera, un très grand espoir, et on juge que sa valeur marchande est à l'époque donc de 5 millions, et on fait cet échange. Il touche un salaire qui est de 1,4 million par an. C'est pas extrêmement élevé, ça reste assez honorable pour un joueur de son âge. Et voilà, il a signé donc jusqu'en 2024. L'échéance, c'est le 30 juin 2024. Voilà. Voilà tout pour les Ok. clauses du contrat. Donc voilà, donc on peut partir sur un 25 millions, la valeur à laquelle on a acheté Léao, sur 5 ans, donc avec un amortissement de 5 millions par an. Donc là-dessus, c'est pas, voilà, on n'a pas mis toute la tirelire sur Léao, on n'a pas mis tout le compte en banque. C'est une opération qui est viable, qui est voilà, avec un long contrat qui nous permet de voir une projection à long terme sur Léao. C'est pour ça que j'enlève du débat. Après, on reviendra peut-être là-dessus, mais toute chose de il faut le vendre absolument, etc. Parce que je pense qu'on a quand même une idée de voir un peu plus qu'une saison et que même un peu moins qu'une saison, que 5-6 mois, pas terrible de Léao avant de prendre une décision de le vendre. Donc, il ne faut pas s'attendre à un départ de Léao ce mois-ci en termes de vente. Après, moi, l'interrogation que je me pose et que je vais te poser, Diego, c'est on nous a vendu un crack. On nous a vendu un grand joueur, voilà, avec tous les échos qu'on avait du Sporting qui disait l'entraîneur du Sporting qui a dit qu'il n'avait jamais vu un joueur comme ça depuis Cristiano Ronaldo. Voilà, on nous a vendu vraiment un phénomène. On y a mis un de nos jeunes espoirs et un sacré espoir qui est Thiago. Alors, je fais l'amalgame avec Diego Dalot, mais Thiago. Thiago Diallo, un jeune Portugais du centre de formation, du coup, qui n'avait jamais joué un match pro et qui est parti pour 5 millions. C'est vous dire un peu voilà, ce que valait ce joueur et des espoirs qui étaient mis dans ce joueur. Donc, on a, au-delà de mettre 25 millions, on a quand même mis un de nos plus grands espoirs en termes de défense dans ce transfert-là de Léao. Donc, quand même, on a une certaine attente de base de ce Léao, il ne faut pas l'oublier. Donc, du coup, il arrive, il fait ses matchs, ok, il faut s'adapter, etc. Temps d'adaptation. Le truc de Léo et pourquoi, à mon sens, on doit être strict, enfin pas strict, mais on doit attendre des choses de lui, c'est qu'il nous a montré que c'était un bon joueur. Pendant le restart, c'était un joueur qui comptait, c'était le titulaire avec Rebic, ça jouait très bien, il y avait une bonne entente dans le système de Pioli, c'était très bien huilé. Sauf que depuis 6 mois, ça ne marche plus. Léo est l'ombre de lui-même. Moi, je remets en question limite le fait que ce soit un très bon joueur et qu'il puisse avoir une très grande carrière, parce que je trouve que pour l'instant, l'état d'esprit lui fait défaut. Et à l'instant T, je prédis une plus grande carrière à Salmakers qu'à Léao. Dans la globalité du personnage, de l'implication, du dévouement, de la générosité et de l'aspect tactique et technique qui compte, parce que voilà, Salmakers n'est pas un très mauvais, enfin, est pas un mauvais joueur et Léao n'est pas un très très grand joueur. Pour moi, il n'y a pas une différence énorme entre ces deux-là. Et à mon sens, c'est là-dessus. Donc, je me suis un peu égaré. Mais Diego, pour revenir à ma première question, c'est qu'est-ce qu'on attend de Léo? Qu'est-ce qu'on peut attendre de Léo pour un futur proche, là, du moins? Bah, pour le futur vraiment immédiat,
je ne saurais pas te dire, puisque voilà, il reste 4 matchs. Il va falloir voir quelle approche Pioli veut prendre, que ce soit de jouer avec, encore une fois, Raphaël Leao, ou de remettre Ante Rebic en titulaire, ou bien, qui sait, si les étoiles s'alignent, de faire apparaître un Jens Peter Hauge qui fait ses performances depuis qu'il est arrivé. Après, sur un long terme, j'ai vraiment mes doutes sur la capacité de Raphaël Leao de redresser, disons, peut-être pas je ne pense pas qu'il va chuter indéfiniment, je ne pense pas qu'il va atteindre des niveaux catastrophiques. Ça reste un joueur qui est hyper talentueux, il faut le dire. Il a, il a un potentiel incroyable, voilà, il est excellent quand il le veut. Mais voilà, c'est comme on l'a dit plein de fois, sa mentalité, même avec un Zlatan Ibrahimovic à côté, voilà, si même avec un joueur comme cela, on se retrouve avec un Raphaël Leao qui n'arrive pas vraiment à, à montrer ce qu'il a par, disons, cette nonchalance qu'on lui a tant et tant reproché, bah, il va falloir commencer à se poser les questions. Je pense, enfin, la prochaine saison va être décisive, surtout si on va en Ligue des Champions, parce qu'il va y avoir plus de responsabilités, vu qu'il va falloir faire tourner un peu plus l'effectif avec les matchs qui vont s'enchaîner. Je pense que voilà, il va avoir plus de responsabilités, même si on recrute un nouvel attaquant, que ce soit un Belotti ou voilà, qu'est-ce que j'en sais? Bref, Léo, il va avoir plus de responsabilités. Ça va être à lui, voilà, de se dire, voilà, maintenant je suis dans la cour des grands, il faut que je prouve ce que je vaux. Parce que sinon, ça va être très compliqué. Et si vraiment cette mauvaise forme se confirme au cours de la saison prochaine, je pense qu'au bout d'un certain temps, il faudrait le vendre parce qu'il ne faut pas perdre une grande partie. Ça reste un investissement. 25 millions, c'est pas beaucoup, mais c'est pas non plus peu. Et si sur une période plus longue, parce que là, ça fait pas beaucoup qu'il est pas au niveau. Il a eu quand même sa bonne période en début de saison. Mais voilà, il va falloir que ce joueur se regarde en face lui-même et que la société de Milan décide ce qu'elle veut faire avec ce joueur et qu'une décision de la part du joueur soit prise très vite sur est-ce qu'il veut vraiment rester dans notre club, est-ce qu'il veut vraiment prouver qu'il est le joueur qu'on sait tout ce qu'il peut être. Au-delà du club, moi, je mets l'interrogation sur même dans ce championnat. C'est que Léao, pour moi, il a un jeu qui n'est pas adapté au championnat italien. Pour moi, il n'est pas assez bon pour être ailier gauche dans le sens où il n'a pas une grosse qualité de centre. Il ne sait pas faire la différence en un contre un. Il l'a jamais fait, quasiment, il l'a jamais fait sur son côté gauche, faire la différence, etc. Bah, pour moi, c'est un joueur, on l'a vu aujourd'hui, il attend plus du renfort pour donner la passe que de faire la différence en un contre un. Je pense qu'il en est capable, mais en Italie, je le doute, en fait, pas face à des défenseurs rugueux. Et pour moi, c'est un attaquant, et je vais te poser aussi la question, Marco, mais c'est un joueur que beaucoup de gens et beaucoup de spécialistes voient comme dans un avenir de réelle pointe. Christian Vieri l'a dit, l'a redit tout au long de la saison, que ça doit être la pointe sur laquelle doit se concentrer Milan et doit avoir son futur, parce que c'est un joueur qui est bourré de qualité à ce niveau-là. Et je pense honnêtement que c'est ce profil-là de joueur, c'est un peu à la Mbappé, un joueur qui peut prendre l'axe. On l'a vu au tout début du match, il fait un appel de balle très bon dans la profondeur. C'est ce joueur-là qui a une grosse accélération, qui a un physique quand même avantageux où il peut gagner des duels lorsqu'il est lancé et qui peut s'affirmer en tant que footballeur professionnel au poste de numéro 9. Ma question, c'est, je pense qu'il est beaucoup plus adapté au championnat de Bundesliga qui laisse beaucoup plus d'espace, de profondeur, etc., avec des matchs beaucoup moins enfin voilà, où toutes les équipes jouent, attaquent, etc., proposent du jeu, que dans cette Serie A où, bah, on l'a vu, Léao en pointe, à part mettre 2 buts en tapine face à la Spezia, et bah, il n'a jamais fait la différence en tant que neuf dans un rôle auquel je le verrais. Et ça ne marche pas avec Pioli de 1, et je ne suis pas sûr que ça marche avec le championnat de 2. Donc toi, Marco, je t'ai vu à Diego, mais tu réagirais plutôt à Marco. Mais toi, Marco, comment tu vois l'avenir de Léao déjà à Milan, à gauche en pointe? Sur quel aspect il doit progresser ou s'appuyer? Et puis, est-ce que tu le vois un avenir un peu dans le club à moyen long terme et dans ce championnat?
Alors, à Milan, on va se concentrer d'abord là-dessus. C'est vrai que c'est compliqué parce que d'un certain côté, pour nous, ça serait mieux qu'il soit capable de jouer en buteur parce que pour l'instant, on n'a pas recruté de buteur. On sait qu'Ibra, même si c'est Benjamin Button, il n'est pas éternel. Mm. Donc, c'est vrai qu'avoir un Léao en pointe, ça serait utile. Surtout moi, je suis un peu plus nuancé sur lui. Je trouve que en fait, tout va dépendre de l'approche tactique du match. Contre certaines défenses, je trouve qu'un Léao en pointe, ça ne me dérange pas parce que, voilà, quand on a besoin d'un côté un peu plus technique, ça me plaît. Par contre, je suis d'accord avec toi. La Serie A, ça a cette particularité aussi d'avoir des défenseurs un peu rugueux. Et typiquement, dans des matchs où on va jouer, je ne sais pas, prenons un exemple au pif, Udine, Mm. quand on joue l'Udinese, si on fout un pauvre Léo en pointe, le pauvre, il va rien pouvoir faire. Il va se faire arracher par des Mm. éclairs de 200 kilos et de 2 mètres. Mm. Il ne pourra rien. Et par contre, voilà, dans des matchs où j'ai en tête par exemple des Sassuolo, où il y a un peu plus de jeu, pourquoi pas en pointe. Donc ça, pour Milan, pour moi, il faudrait qu'il se concentre sur l'aspect pointe parce que voilà, il a certaines capacités qui pourraient nous être utiles. Mm. Mais c'est vrai que si je me concentre vraiment sur les qualités intrinsèques du joueur, personnellement, je le préfère à gauche. Mm. Parce que même si je ne suis pas forcément d'accord avec toi sur l'aspect qu'il n'arrive pas forcément à créer la différence à gauche. Mm. J'ai pas typiquement le but qu'on met contre l'Inter avec Saelmakers qui crée la différence, une Ouais. passe pour Çalhanoğlu qui fait l'ouverture, on a tous ce but en tête. Et là, c'est typiquement ce que peut faire Léo. Je pense que il a cette capacité, on va dire, d'évoluer à gauche et de justement faire la différence en un contre un. Après, il l'a peut-être pas fait énormément jusque-là, mais il a cette capacité, Ok. notamment avec ce but. Ensuite, pour parler championnat, pour parler futur, pour moi, à Milan, pour l'instant, on doit le garder. C'est indéniable. Sa valeur marchande est actuellement de 28 millions, donc on n'a pas perdu sur notre investissement. Gardons notre calme. Néanmoins, euh, voilà, c'est un joueur qui, je vais rejoindre Diego, tout va jouer sur la saison prochaine. Il aura du temps de jeu, il aura des équipes différentes, peut-être l'occasion, comme tu dis, de jouer des équipes d'autres championnats, peut-être un peu moins rugueuses défensivement. Donc voilà, on aura l'occasion de voir ce que vaut Léao et de savoir si on doit le vendre ou non. Ensuite, quand tu parles d'un avenir à l'étranger pour Léao, c'est vrai que ça c'est sûr, hein, si on le met en première En ligue, Ligue 1. Léao, oui, en Ligue 1, n'en parlons pas, Mm. mais si je reste dans un championnat plus compétitif, sans lancer de petit pic, si on le met en première ligue, un mec comme Léao, mais il s'éclate 100 fois, parce qu'on l'a bien vu avec des mecs comme Salah qui jouent à la Roma. Mm. Salah à la Roma, c'est un excellent joueur, on le savait tous, hein. Il était très bon pour dribbler l'homme, etc. On l'a mis en première ligue, on était à deux doigts d'en faire le meilleur joueur du monde. Parce Mm. que bah, voilà, c'est un joueur qui est rapide, qui est technique, et puis voilà, qui arrive à marquer des buts. Pour moi, c'est sûr que si on fout un Léo en première ligue, ouais, bah là, il va se régaler, il marquera le double de buts que ce qu'il marque en Serie A. Mais après, voilà, je ne jette pas Léo à la poubelle, on verra bien ce que ça donne la saison prochaine. Et pour toi, c'est pas ce qu'il faudrait faire, s'en débarrasser, parce que pour Diego, je te pose la question, parce qu'on a le problème de Léo, et pour moi, c'est un problème de riche qu'on a de l'avoir, mais c'est que en fait, ça retarde l'éclosion d'un AOG. Pour moi, un joueur Léo, on le veut pas mettre en pointe Léo. Tout le monde dit enfin, tout le monde dit, la majorité des gens pensent qu'il est meilleur à gauche. Euh, pour moi, je pense qu'il a vraiment les caractéristiques pour progresser en pointe et devenir, s'il veut avoir un avenir, pour moi, c'est en pointe. C'est un joueur qui fera la différence là-dessus, tout en sachant dépanner à gauche. Mais pour moi, c'est un joueur qui doit pouvoir évoluer en pointe. Euh, le truc à Milan, c'est que tu as Rebic, déjà, qui a pas l'âge de Léao et qui n'a pas la valeur marchande de Léao. Donc, je pense que c'est un joueur qu'il faut garder plutôt que Léao. Si jamais on veut en tirer quelque chose, c'est plus ce joueur-là qu'on doit garder. On a surtout un Aoge qui est un phénomène, hein, au même sens que Léao. On a vu des Stanmakers sortir des joueurs un peu comme ça de nulle part et leur faire confiance, leur donner du temps de jeu, on voit ce que ça donne. Aoge, je suis pour le coup beaucoup plus optimiste pour lui et son avenir à Milan, mais il faut lui donner du temps de jeu. Et Léao, s'il reste, eh ben, on retarde l'échéance pour Aoge. Et Aoge, il a pas 18 ans. Donc, si on attend un an et demi pour lancer un Aoge, au final, on le met en prêt, puis ensuite on le vend à une équipe un peu moyenne en Liga ou en Serie A, parce que bah, on ne l'aura pas fait jouer, parce qu'on aura mis un Léao, on aura accordé beaucoup trop de crédit à Léao. Moi, ça me poserait problème. Diego, comment tu vois ça, toi, par rapport à la concurrence qui peut s'installer en gardant un Léao et en donnant trop de crédit à ce joueur, est-ce que tu penses que ça peut porter défaut à un Aoge, etc.
Non, mais c'est sûr qu'en termes de cette équipe actuelle de Milan, je dirais qu'il y a un certain problème de méritocratie. Mm. Parfois, on a des joueurs voilà, qui, même si c'est pour les essayer, hein, Yann Peter Auge qui pourrait très bien être essayé à droite à la place de Samuel Castillejo en tant que Ouais. remplaçant, parce qu'il a beaucoup plus prouvé, je pense, et il pourrait beaucoup plus prouver à droite que Castillejo. Mm. Et voilà, on a ce problème aussi avec Léao, c'est-à-dire que moi, je n'en fais pas un cas perdu, c'est vrai, mais dans l'immédiat, si par exemple, je sais pas moi, cet été, on reçoit une offre 40 millions pour Léo de la part des Wolves. Impossible. Sincèrement, Ouais. Je vois ce que tu veux je- dire. Ouais. c'est une façon de dire, évidemment, mais ouais. Mm. Dans ce genre de cas d'aspect-là, personnellement, je pense que j'accepterais parce que, comme tu l'as dit, il y a des joueurs comme Aougué, je pense, qui ont déjà, je pense, une meilleure attitude et une meilleure Mm. approche dans leur jeu par rapport à leur mentalité. Et voilà, Léao, il peut gêner et je me demande est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec le même problème qu'avec Paqueta. Mm. Paqueta qui, voilà, Paqueta qui, voilà, il a pas pu à Milan faire ce qu'il devait faire et maintenant, qu'il est en Ligue 1, il s'éclate. Comme tu l'as Mm. dit, moi je pense que Léao, dans un autre championnat, il pourrait très bien jouer son jeu. Mais voilà, quand tu es en Serie A, que tu joues au Udinese, qui met le bus à 11 joueurs derrière et qui te tabasse quand tu essaies de rentrer dans la surface, ça peut être compliqué. Mm. C'est un cas très difficile à analyser, Léo. C'est encore plus compliqué que Paqueta parce qu'il n'est pas indésirable. Il a vraiment des Ouais. qualités. C'est pas un indésirable. Il a des qualités qu'on ne peut pas nier. Et en plus, il a déjà prouvé, contrairement à Paqueta, qui a vraiment eu du mal à Mm. s'imposer. Bah, Paqueta a voulu partir. Le truc, Oui, c'est que Léao, je vois personne à l'heure actuelle qui mettrait 40 millions sur la table pour lui, dans le sens où il fait pas une grande saison. Je pense que si tu mets des highlights de Léao, ça doit pas être forcément terrible, tu vois. Et puis dans le sens, il doit y avoir beaucoup plus de choses un peu pour se faire l'avocat de diable que de belles choses à montrer de Léao cette saison. Donc je vois pas quel club un peu à l'instar d'un Benacer ou quoi, parce que Benacer, des clubs vont s'intéresser à lui. Kessié aussi, Théo Hernandez peut-être aussi, Léao. Je pense que si Léao ne demande pas à quitter le club ou alors le Milan ne le met pas sur la liste des transferts, il n'y a personne qui va venir chercher Léao, quoi. Donc là-dessus, voilà, Lucas Paqueta avait fait clairement, avait appelé son agent en disant bah, moi je veux partir d'ici. On a eu des offres pour Paqueta, il est parti pour pas très cher. Léao, je pense qu'il a envie de rester à Milan au moins tant qu'il y a ses copains ici. Si jamais voilà, Milan ne passe pas en Ligue des Champions, peut-être que ça va bousculer des choses. Mais avec l'équipe qu'on a actuellement, et voilà, je pense qu'il est assez bien inscrit dans le groupe, il est parti pour rester. Je ne pense pas que c'est un joueur qu'on peut prêter. Ce n'est pas un profil de joueur que l'on prête, etc. Donc c'est un joueur qui est parti pour rester. Donc qu'on va devoir voilà, encore patienter un peu. Comme tu disais, Aogué peut aussi évoluer à droite. Je ne comprends pas pourquoi Pioli ne lui donne pas plus de temps de jeu à ce niveau, d'autant plus qu'au Bodo Glimt, il jouait pas mal de fois à droite aussi. Donc voilà. Mais pour moi, Léao, tout va dépendre aussi de la quicheta qu'on va avoir cet été. Est-ce que si on a 40 millions ou 50 millions de budget de transfert parce qu'on sort du Covid et que c'est pas terrible, bah, je pense qu'on va pas pouvoir acheter vraiment d'attaquants. Et je pense que Léao va être une solution à moyen long terme à Milan pour évoluer en pointe et il va avoir intérêt à progresser parce que moi, c'est là où je l'attends. Dites-nous, vous, dans les commentaires, si pour vous, c'est vraiment un joueur qui doit évoluer ailier gauche à la place d'un Rebic ou d'un Aogué, ou si c'est un joueur qui doit progresser parce qu'il est encore jeune, il peut encore apprendre un nouveau poste il a déjà joué 10-15 matchs à ce poste cette saison. Il doit voilà, trouver les caractéristiques sur lesquelles il doit progresser pour bien évoluer et marquer 10 buts par saison. C'est ce qu'on attend d'un Léao, c'est 10 buts par saison, 5-7 passes D minimum, quoi. Donc, il n'a pas le numéro 9 en plus, il n'a pas le numéro 9 sur le dos. Donc, il n'y a pas de malédiction qui rôde autour de lui. Donc, vas-y, mec, joue sans pression, fais tes matchs, mets des buts face à Benevento, face à ces équipes-là, tu vois. Et puis ensuite, dans les gros matchs, fais de ton mieux. Ouais, Diego. Tu me parles de pression d'ailleurs. Moi, j'ai vraiment l'impression que certains joueurs dans ce Milan-là, ils se mettent la pression tout seuls. Léo, deux fois, il a eu le même problème. Rebic a eu ce problème. À Cannes aussi, une fois, si je me souviens bien. C'est voilà, je ne fais pas mes performances, je marque un but, je viens voir la caméra, Hmm. je dis ouais, ça parle. Romagnoli d'ailleurs aussi a fait ça. Le problème, c'est que voilà, à aucun moment, personne ne leur a demandé, voilà, marque 15 buts par saison. Hmm.
voilà, il y a des responsabilités sur les joueurs, c'est vrai. Mais je pense que aussi, ce genre de sortie, surtout si c'est par exemple pour un Léo, pour marquer un but célébré en faisant ouais, parler, parler, mais si pour après ne pas revenir en forme. Rebic, il a eu le même problème, Romagnoli, il a eu le même Hmm, problème. Ça, c'est voilà, ça, c'est un truc dans l'attitude qu'il faut corriger à tout le monde, c'est qu'il faut beaucoup de joueurs doivent prendre en humbleté. Et ouais. voilà, ce problème, c'est réglé dans En toute l'équipe. humilité, en Ouais. humbleté, on va Oui, tout humilité, comprendre. En pardon. humilité, non, Pardon. t'inquiète pas. Mais c'est clair, moi, c'est ce que j'évoquais dans le marasme qu'on a vécu la semaine dernière face à la Lazio, c'est que l'état d'esprit avait changé. Des Alexis Salmakers et des Hakan qui vont à l'entraînement en limousine. Voilà, ce genre de comportement que l'on ne doit pas voir quand on est dans cette course. Les prolongations de Donnarumma et Hakan qui tardent parce que voilà, ils veulent trop. Ah, c'est ce genre de choses, moi, qui m'énerve. Les célébrations comme ça, voilà, ils se mettent. Enfin, à un moment, nous, on veut les voir réussir. Ça ne nous plaît pas de les critiquer, de relever ce qu'ils font de mal. Nous, on aimerait que voir un Milan qui roule et tout. Mais donc, c'est légitime qu'on les pointe du doigt quand ça va mal. Et si ces joueurs-là ne réagissent pas bien à la pression et bon, il y a ce truc de on prend ça, on en fait une motivation, etc. Sauf que bon, il fait ça à chaque célébration, mais il marque un but tous les 10 matchs. Donc à un moment donné, c'est pas suffisant pour que tu puisses te permettre de faire ça aux supporters qui, eux, regardent tous les matchs et ne voient que tu transpires pas ou peu. Donc pour moi, c'est quelque chose qui doit changer. Léao doit vraiment, outre ce qu'il a fait aujourd'hui, parce qu'il y avait des bonnes choses sur cette chose-là, bah, maintenant il doit savoir faire les deux. Courir au sens du collectif, bien jouer, et puis faire ce qu'on demande à un attaquant, c'est-à-dire créer des occasions franches et les convertir un maximum de fois. Marco? Ouais, c'est là où, tu vois, je regrette un peu l'ère Berlusconi, parce que chez Berlusconi, tu aurais fait ça aux supporters, tu étais Mm, déjà parti, ta valise était ouais. déjà prête sur la porte, en fait. Mm, Tu vois, je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, on a des joueurs qui, des fois, se la jouent un peu superstar, alors qu'au fond, on est juste une équipe qui, déjà, lutte pour se qualifier en Ligue des Champions, mm. qui ne joue pas à la Ligue des Champions. Les trois quarts de nos joueurs ne l'ont jamais joué. Au bout d'un moment, voilà, je pense que, comme tu l'as dit, les superstars renouveleurs de contrat, Gigio et Akan, au bout d'un moment, voilà, qualifiez-nous en Ligue des Champions, après on parlera des salaires, Ouais. etc. Et je pense qu'il y a tout, ouais, il y a vraiment une dimension psychologique assez complexe vu qu'on a un effectif très jeune, hein, c'est aussi dû à ça. Et donc, outre ce côté un peu, voilà, je me mets une pression, je réponds un peu aux tifosi, ce que je déteste parce que personnellement, voilà, comme tu l'as rappelé, les tifosi, c'est eux qui scoltinent les matchs. C'est le problème Et de tous les Mbappé, de tous les joueurs qui c'est la s'inspirent nouvelle de Mbappé. génération. C'est cette nouvelle génération qui a un peu, Mm. voilà, qui a moins le respect de l'institution qu'auparavant. Pourtant, Milan, c'est justement l'allégorie de l'institution qu'on respecte. Et outre ça, pour moi, il y a aussi le côté confiance, quoi. C'est-à-dire, j'ai l'impression que, bah, on le sait tous, Léao, en ce moment, c'est un gros manque de confiance, pardon. Mm. C'est un mec qui, voilà, il marche à la confiance comme beaucoup de nos joueurs, comme Akan le fait, comme Rebic le fait. Et là, en ce moment, on a deux cas, c'est Rebic et Akan qui, on voit qu'ils sont plus dedans Ouais. et Rebic et Léao, pardon. Et Léao, ouais, pour moi, c'est typiquement un manque de confiance. J'espérais qu'il marque aujourd'hui justement pour se relancer. Et pour moi, ce gros manque de confiance, ça peut vraiment lui porter préjudice parce que, comme on l'a dit auparavant, Léao, c'est un joueur qui a énormément de talent. Mm. Pour moi, il peut devenir une superstar si vraiment il exploite son talent, son potentiel à fond, ça deviendra une superstar. Il faut Néanmoins, qu'il ait l'envie. ouais, Ouais. c'est ça. Et puis, donc, l'envie et aussi le facteur chance et confiance, parce que Mm. combien on connaît de joueurs qui avaient un talent de malade mental, qu'on annonçait comme des futurs Messi, etc., et qui pourtant n'ont jamais explosé. Je pense à des Bojan Kirkic, des mecs Mbaye qui ont eu hein. leur chance, hein, qui étaient excellents. Tu mets un Je n'irai pas Mbaye. jusque-là. Mais Mbaye, il a fait autant de choses que Léao à Milan, tu vois. Et pour moi, quand on vend Léao comme un grand Ah joueur, oui, etc., à l'heure actuelle, Mbaye a fait tout autant de choses que Léao. Et Léao, voilà, il a cette attitude qu'on lui connaît sur le terrain. Il a sorti un album de rap cette année, donc je comprends qu'il ait eu du temps pendant le confinement ou quelque chose comme ça, mais à un moment, enregistrer un album, je vais pas, enfin voilà, ça prend du temps, c'est du temps, c'est le loisir qu'il aurait peut-être pu mettre à profit pour exploiter un peu de qualité et peut-être partir plus tard de l'entraînement plutôt qu'aller s'enregistrer en studio. Enfin, tu vois, c'est c'est le genre clair. de choses. T'as pas la carrière de Memphis Depay, t'as pas la carrière de Kevin Prince Boateng. T'as 21 ans, t'as 20 ans. Tu fais pas ta meilleure saison à Milan, on te demande de jouer dans un nouveau rôle pour pallier à l'absence d'Ibra.
bah, t'évites de sortir un album de rap pendant que tu marques pas de but, tu vois. C'est un peu ce genre de choses où je me dis, c'est pas des phrases quand il a pas fait péter un feu d'artifice dans sa chambre ou quoi, ou un accident, mais tu vois, dans la lignée un peu d'Mba Nyang, de ces joueurs un peu fantasques, bah, Léo, il commence un peu à suivre ce pas. Et attention quand même, on a fait une longue émission sur lui. Exactement. On a fait une longue émission sur lui, on va pas revenir de sitôt sur Léo. Voilà, c'était un beau focus qu'on a fait sur lui. Mais c'est ça, on reconnaît son talent. Faut pas non plus trop le surcoter à mon sens. Faut rester humble et voir que ce qu'il donne actuellement, c'est pas bon. Mais faut pas oublier de lui mettre un gros point d'exclamation et un gros signe attention en disant que tu n'as rien fait encore dans ta carrière et progresse. T'as de la chance d'avoir un entraîneur qui te fait confiance. Même, je pense que tu as des partenaires et des coéquipiers qui te font confiance. Il te manque plus que toi à fournir les efforts nécessaires pour rendre à l'entraîneur et à tes coéquipiers, et même à certains supporters qui te font beaucoup confiance, rends-leur juste voilà, ce qu'on te donne. Et boss, et puis moi, si tu mets 15 buts dans la saison, je serai le premier à être content et à écouter et à streamer ton album de rap, tu vois. Enfin bon, voilà, on va finir du coup sur le calendrier de nos adversaires directs par rapport à demain notamment. Donc demain matin, vous retrouverez cette émission-là. Donc aujourd'hui, si je vous parle, on est dimanche. Naples reçoit Cagliari, un match plutôt abordable pour les Napolitains, mais on a surtout l'Atalanta qui se déplace à Sassuolo et la Juve qui ira à l'Udinese. On a parlé un peu de l'Udinese dans cette émission et voilà, parce que c'est une équipe qui est, même si c'est une équipe qui est ventre mou, bah, c'est toujours chiant à jouer ce genre de match. Donc voilà, il y a ces rencontres-là. Rome, Sampdoria de Gênes, mais Rome est un peu distancé. Et un Lazio Genoa qui n'est pas gagné non plus. La Lazio qui se rapproche un peu plus de nous. Donc si le Genoa pouvait faire quelque chose à la Lazio, on prendrait. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle et longue émission, Diego et Marco. Encore un plaisir d'être avec vous ce soir. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour le grand match, un match décisif, le tournant peut-être de cette fin de saison face à la Juve de Cristiano Ronaldo. En attendant, prenez soin de vous et puis Forza Milan, ciao! Merci à tous.